Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. J'espère que vous avez passé un bel été ou que vous profitez encore de quelques jours de repos avant la rentrée. La rentrée justement, il en sera grandement question dans ce JT. Nous recevrons le commissaire général chargé de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal. Elle dévoilera sur notre antenne les grandes lignes de cette rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est lundi en principauté, mais c'était aujourd'hui pour les jeunes footballeurs de l'Académie de l'AS Monaco, reportage dans ce journal. Et pour clore ce chapitre consacré à la reprise des cours, le directeur général de l'International University of Monaco, Jean-Philippe Muller, sera avec nous pour évoquer le retour de ses élèves sur les bancs de l'université. Et puis l'autre actualité, c'est le déplacement de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II en Irlande. Nous rejoindrons sur place Alexandra Pani. Alors que les jeunes Français ont repris aujourd'hui le chemin de l'école, les élèves de la Principauté feront leur grande rentrée lundi. Quelles mesures sanitaires vont être prises et quelles sont les principales nouveautés cette année? Il est temps de rejoindre notre premier invité, le commissaire général chargé de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonsoir Isabelle Bonal. Bonsoir, les Rousseau. Merci d'être avec nous dans les studios de Monaco Info. Vous allez aborder votre 11e rentrée à la tête de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis rodée à la tâche, si je puis dire. Je suis d'autant plus confiante que l'année dernière, nous avons eu de très bons résultats à tous les niveaux. Nous avons 100% de réussite à tous les examens. Et en plus, nous n'avons pas eu de contamination au sein de nos établissements. Tout le personnel enseignant, non enseignant, est extrêmement vigilant pour la sécurité et la santé des enfants. Donc je suis confiante. Nous avons beaucoup travaillé cette rentrée scolaire. Vous pouvez imaginer, c'est comme une collection de, je peux dire, 6 mois à l'avance, 6 mois de préparation pour que nos 5715 élèves puissent rentrer lundi matin. Alors, vous évoquez la situation sanitaire, elle n'est pas totalement maîtrisée. Quelles seront les mesures prises pour justement protéger les élèves et également les personnels? Alors, c'est évident que nous avons quand même déjà l'expérience de la gestion de crise de l'année dernière, des 2 dernières années. Donc, pas de nouveauté cette année, si ce n'est qu'il faut venir avec le masque à partir du CP. Il faut respecter les gestes barrières, la distanciation physique. Il faut bien entendu bien se laver les mains. Pour ce qui est de l'éducation physique, en intérieur, ils porteront le masque dès la classe de CP. Et pour ce qui est de l'éducation physique en extérieur, bien entendu, ils pourront enlever le masque. Nous n'avons pas imposé la vaccination. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Absolument. Pas de vaccination pour le moment. Ce n'est pas obligatoire. Pour les élèves? Pour les élèves, ni même pour les professeurs, ni les personnels. Ça, c'est un acte libre. S'ils veulent se vacciner, que ce soit pour les monégasques, pour les résidents, pour le personnel qui travaille en principauté, pour les enfants qui sont âgés de plus de 12 ans, ils peuvent se faire vacciner au centre de vaccination de la principauté. Mais ce n'est pas une obligation. Et il n'y a pas non plus d'obligation du pass sanitaire. Et en cas de cas Covid dans une classe, quel sera le protocole ? Alors, dans un cas Covid, par exemple, pour les classes de maternelle, si nous avons un cas Covid, à ce moment-là, toute la classe est mise en éviction. Pourquoi? Les enfants de maternelle ne portent pas de masque. Les enfants ne peuvent pas avoir non plus de PCR. On ne va pas les traumatiser avec ça. Pour les classes primaires, si 3 cas de Covid sont avérés, à ce moment-là, il y a immédiatement une enquête épidémiologique qui est faite. Et c'est la DASA qui va nous dire ce qu'il faudra faire. Soit on fermera la classe, on mettra des élèves en éviction, mais ça, elle appartient aux affaires sociales de nous dicter notre conduite. Est-ce qu'il y aura une distinction entre les élèves vaccinés et les non vaccinés? C'est une question que Martine Ackermann relayait hier sur notre antenne. Non, il n'y aura aucune distinction de fait entre les vaccinés et les non vaccinés, ceux qui ont le pass sanitaire ou qui ne l'ont pas. Non. Parlons des nouveautés de la rentrée 2021. Quelles sont-elles? Alors, écoutez, chaque année, il faut se renouveler. Même moi, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais trouver comme nouveauté cette année? Eh bien, il y en a. Dès la classe de la maternelle, on va parler d'aménagement. Bon, bien sûr, toujours l'apprentissage de la lecture qui est très importante, qui est fondamentale pour les petits. Mais il va y avoir, un renforcement au niveau du français et des mathématiques. En revanche,
ça c'est très important pour moi, le renforcement linguistique. J'ai trouvé qu'à l'instar des grands lycées français, il serait de bon ton de proposer des cours de mathématiques et de sciences physiques en langue anglaise. D'accord. Donc c'est à titre optionnel, bien entendu. Les élèves ne seront en aucun cas contraints. On commence cette année en seconde, on poursuivra en première et en terminale et ainsi de suite. En ce qui concerne les langues anciennes, je propose maintenant l'enseignement du grec dès la classe de 4e. Pour ce qui est de la langue monégasque, elle a aussi une nouveauté. En classe de 4e, la langue monégasque était enseignée d'une manière optionnelle. Cette année, c'est obligatoire. J'ai absolument souhaité que les élèves, tous les 15 jours, en demi-groupe, aient une heure de monégasque pour renforcer leur niveau. De plus, je suis très fière d'annoncer qu'on a un premier cahier d'activité en histoire de Monaco en classe de 6e. Puis, alors là, une nouveauté qui me tenait à cœur, c'est l'ouverture d'une classe Ulysse, une unité localisée pour l'inclusion scolaire. En 2 mots, ça veut dire que pour des enfants qui étaient en AIS, qui ont de grandes difficultés, des problèmes, des troubles cognitifs, mais qui ont quand même bien progressé grâce à l'aide individualisée ou collective qu'on leur a apportée, ils peuvent se permettre de faire des études dites supérieures. Nous avons ce qu'on appelle le CAP, Production, Services et Restauration, qui va permettre à nos petits élèves, parce que c'est une classe de 8, à se préparer pour trouver un travail dans les secteurs de restauration rapide, collective ou commerciale. Excellence dans l'enseignement, tradition, qu'en est-il de la place du numérique? Il a été développé depuis plusieurs années dans les classes. Est-ce qu'il va évoluer? Bien entendu, nous poursuivons donc cette évolution, si je puis dire. Donc, il s'agit de projets de éducation. Donc, dans le primaire, nous allons avoir non pas des tapis volants, dont je rigole, mais des tapis de réalité augmentée. C'est-à-dire que nos élèves vont pouvoir utiliser ces tapis pour apprendre d'une manière ludique à faire de la programmation. Le collège numérique aussi sera mis en place dès la rentrée du mois de septembre pour les élèves de SECPA au lycée technique hôtelier de Monaco. Ce sont des enfants qui ont de grosses difficultés scolaires, mais qui n'ont aucun trouble cognitif. On va leur mettre à disposition un ordinateur pédagogique et sécurisé, avec un écran tactile, et ils seront formés, ainsi que leurs professeurs. Pour les plus grands, en classe de seconde, donc au lycée Albert Ier, tous les élèves de seconde vont avoir un portable. Et après les vacances de la Toussaint, les élèves de première et de terminale vont aussi avoir un ordinateur portable. Pour les enfants malades qui sont hospitalisés ou qui sont tout simplement à la maison, on va mettre à disposition pour ces enfants ce qu'on appelle un robot dit de téléprésence. Donc, si vous voulez, c'est un avatar d'élève. Il pourra lever la main, intervenir, poser des questions, parler à ses camarades. Donc, l'élève ne va pas se sentir exclu. Voilà, ce qui lui permettra de garder contact avec la classe. Absolument, parce que c'est quand même très difficile de rester à la maison, à l'hôpital. Et puis, alors, en 2022, nous allons avoir un nouveau téléservice pour la gestion des aides financières de l'État. C'est-à-dire qu'avant, quand vous vouliez, par exemple, savoir le montant de la bourse d'études auquel votre fils ou votre fille pouvait bénéficier, vous aviez ce qu'on appelle un simulateur. Maintenant, tout sera traité depuis la maison, si vous le souhaitez, évidemment, à savoir les bourses d'études pour l'enseignement supérieur ou, par exemple, les bourses de langue, les bourses de stage, les allocations cantine. Alors, pour ceux qui sont encore réfractaires à l'ordinateur, qu'ils se rassurent, il y aura aussi la version papier. Nous sommes toujours à la disposition des parents et des étudiants. Énormément de nouveautés, Isabelle Bonnel. Je voudrais revenir sur un phénomène qui se développe avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les téléphones portables également. C'est le harcèlement scolaire. Quelles sont les mesures qui sont en place actuellement ou de nouvelles mesures que vous allez mettre en place? Alors, je voudrais quand même rassurer les parents. Nous avons 5 à 9 cas avérés par an. Alors, je ne dis pas que ce soit rien. Un cas, c'est déjà un cas de trop. D'abord, on prévient. Nous avons l'association Action Innocence qui permet d'organiser des séances de prévention de la classe de CE2 à la classe de 3e.
Donc là, les élèves ont vraiment la parole facile et n'hésitent pas à s'entretenir avec de véritables psychologues. Pour les plus grands, de classe de 5e aux classes de seconde, des interventions de rappel à la loi par le parquet général et la sûreté publique. Bien entendu, il y a la journée non-harcèlement qui se passe toujours le premier jeudi après les vacances de la Toussaint. On propose aux adultes des sessions pour qu'ils soient plus subtils et qu'ils puissent détecter plus facilement des enfants en souffrance qui n'osent pas trop se confier au départ, pour pouvoir, pour les aider, si vous voulez, à aborder plus facilement les enfants. Et libérer la parole, du coup. Et libérer la parole. Mais ça, je peux vous assurer que chez nous, les enfants ont droit à la parole. Hein. J'ai un référent, d'ailleurs, à l'Éducation nationale, qui est M. Nicolas Rodier, qui s'occupe non seulement des cas de harcèlement, mais tout ce qui touche à la vie scolaire. Alors, une bonne nouvelle, c'est que je tiens à signaler qu'un projet de loi relatif à la lutte contre le harcèlement et la violence à l'école est à l'étude au Conseil national. Un mot sur l'actualité de cette année, l'actualité en principauté. 2 événements vont rythmer cette année, l'exposition universelle de Dubaï et puis la célébration du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Est-ce que votre direction va également s'associer à ces 2 événements ? Alors, vous pouvez bien imaginer qu'on n'allait pas passer à côté de 2 événements aussi importants. Donc, pour l'exposition universelle de Dubaï, nos élèves ont visité d'une manière virtuelle, comme s'ils étaient à Dubaï, le fameux kaléidoscope de Monaco. Et puis, 20 collégiens vont aller à Dubaï. Bien entendu, fondamental, rendre hommage au centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Donc là aussi, les élèves du primaire et du secondaire, sans exception, seront acteurs de ce temps d'hommage. C'est très important pour nos élèves qui participent à l'actualité aussi. Et merci à vous et puis belle rentrée. Merci beaucoup, Émilie Rousseau. Eux ont déjà repris le chemin des terrains et même du championnat. Si les jeunes footballeurs de l'académie de l'AS Monaco ont déjà effectué leur rentrée sportive, ils n'avaient pas encore retrouvé les salles de classe. C'est désormais chose faite. Le reportage de Charlotte Moreno et Kevin Garcia. Ils sont 53 jeunes joueurs à reprendre le chemin de l'école de la 3e au BTS. Ils doivent allier l'entraînement et la compétition aux exigences de la scolarité. Tous les membres du club aussi, que ce soit la direction, le service encadrant, les coachs, tout le monde est derrière l'école et leur dit que c'est important pour un joueur et puis pour une après-carrière aussi parce qu'on ne sait jamais. Les emplois du temps sont chargés en semaine, entraînement tous les matins, les cours l'après-midi et le week-end place au match. La réussite sur le terrain passe par la concentration. De plus en plus, les matchs sont gagnés ou perdus au moment que tu manques un peu de concentration. Donc c'est quand même une attitude qui doit être intégrée dans le joueur lui-même. Donc ça c'est pour nous très important et nous pouvons évaluer ça aussi pendant des cours. Tous les services sont regroupés au centre de formation. C'est l'une des particularités de l'AS Monaco. L'académie est devenue une image de marque puisqu'elle figure dans le top 5 des meilleurs centres de formation de France. La formation, l'académie est dans l'ADN de notre club. C'est toujours notre mission. Aussi, la formation fait une partie très importante de notre stratégie. Une stratégie payante depuis plusieurs années. Preuve en est, Lilian Thuram, Thierry Henry ou Kylian Mbappé sont par exemple de purs produits du club de la Principauté. Rentrée à la fois sportive et studieuse, donc pour les joueurs de l'académie. Nous nous sommes intéressés à la rentrée des classes, des écoles, collèges et lycées en début de journal avec Isabelle Bonal, ainsi que le protocole mis en place autour de cette nouvelle année scolaire. Qu'en est-il des universités? Pour le savoir, nous avons contacté le directeur général de l'International University of Monaco. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Philippe Muller. Bonsoir. Comment va se dérouler la rentrée à l'IUM? Combien d'élèves sont attendus cette année? Écoutez, on devrait accueillir ce semestre pour la rentrée environ 650 élèves qui nous viennent de 66 nationalités différentes. C'est une rentrée échelonnée en fonction des cursus? Oui, tout à fait. Cette semaine, aujourd'hui et demain, ce sont les étudiants des programmes bachelor qui rentrent et la semaine prochaine, ce seront les étudiants des programmes master et ensuite, à la fin du mois, les programmes exécutifs les plus âgés, les MBA, les doctorats.
Alors vous l'avez dit, vous accueillez plusieurs nationalités au sein de votre établissement. Est-ce que cela a été compliqué pour vos étudiants de venir en principauté en raison de la crise sanitaire, ou peut-être vous avez aussi constaté une baisse des inscriptions des étudiants étrangers ? Non, écoutez, paradoxalement, cette rentrée, d'un point de vue de l'international en tout cas, est peut-être meilleure que celle de l'an passé. On avait plutôt une augmentation l'an passé des étudiants de la région. Quand je dis la région, c'est Monaco, la France proche et l'Italie. Cette année, on a vu revenir, là, au mois de septembre, les étudiants plus internationaux qui reviennent. Et on a fait les premiers accueils en présentiel ce matin à l'université. Ils ont l'air d'être là, tous, donc pas trop de difficultés jusqu'à présent. J'espère que ça va continuer pour arriver jusqu'à nous. Justement, comment vont se dérouler les cours? 100% en présentiel? Est-ce qu'il y aura encore du distanciel cette année? Alors, on va maintenir les règles sanitaires, le port du masque, la désinfection, garder les distances dans certains lieux comme la cafétéria, etc. Par contre, effectivement, cette rentrée est en présentiel. On a demandé aux étudiants de revenir en classe. D'abord, ils l'attendaient depuis longtemps. Donc, pour le moment, c'est le dispositif qui est prévu, de les avoir à nouveau dans les salles de cours en face de leurs professeurs. Et en cas de cas Covid, comment l'établissement réagira? Quel sera le protocole? Alors à chaque fois qu'un cas Covid ou un cas contact se déclare, on demande aux étudiants de se déclarer et on leur demande évidemment de mener les tests si nécessaire et de respecter les périodes de quarantaine. Alors vous préparez les étudiants à leur avenir professionnel. Qu'est-ce qui fait la force de votre université? Pourquoi les élèves se tournent vers l'IUM selon vous, notamment les étudiants étrangers? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs éléments qui se renforcent les uns les autres. D'abord, je crois qu'on est une école à échelle humaine, de petite taille, ce qui nous permet d'encadrer les élèves. On a continué à travailler en présentiel à 50% des effectifs l'an dernier, toute l'année. C'est notre petite taille qui nous permet cet encadrement, comme les retrouver dès à présent en présentiel. Les élèves apprécient ça. Ils apprécient ça d'autant plus que ça se passe dans un univers très multiculturel, très international. Je vous l'ai dit, 66 nationalités différentes. Il n'y a pas de nationalité dominante, tout est en anglais. Donc c'est un vrai creuset d'internationalisation. Et puis au final, il y a aussi notre pédagogie spécifique liée au territoire, à l'environnement monégasque, les spécialités sur lesquelles on travaille, le luxury management, la finance, le sport management, en liaison avec tout l'écosystème monégasque, où il y a quand même une reconnaissance assez mondiale du savoir-faire de Monaco dans ces domaines. Ce sont des secteurs porteurs également. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est une information intéressante qu'on a partagée cette semaine, nous, en séminaire de rentrée. Les étudiants de l'an passé ont trouvé assez massivement les stages et les emplois, ce qui était une bonne nouvelle. On était un peu inquiets en période de crise, mais finalement, ce sont des secteurs aussi qui fonctionnent bien et qui sont porteurs. C'est très encourageant. Alors, c'est une année particulière pour l'IUM, puisqu'elle vient de fêter ses 35 ans d'existence. Qu'est-ce que cela vous évoque, Jean-Philippe Muller? Un parcours. Et surtout un parcours et une dynamique permanente. Depuis la création en 1986 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a été que des progrès en taille, puisque au départ, c'était 35 étudiants diplômés en 1989. Aujourd'hui, c'est plus de 300 à chaque fois. Et puis des progrès pas simplement quantitatifs, mais qualitatifs, des reconnaissances, des accréditations, des classements, et puis des relations de plus en plus fortes et je crois imbriquées avec la principauté. Et c'est ce qui fait aussi la force, je crois, et la richesse de cette université aujourd'hui. Elle est complètement intégrée dans son territoire. Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe Muller d'avoir été avec nous ce soir et puis belle rentrée à vous et à vos étudiants. Merci. Voilà pour ce chapitre consacré à la rentrée scolaire que nous relayerons bien évidemment lundi sur notre antenne. Nous vous emmenons en Irlande à présent pour suivre le déplacement de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à Dublin. Plusieurs temps forts sont au programme de cette visite qui aura lieu demain, dont la rencontre avec le président irlandais et la visite du Trinity College où vous vous trouvez justement, Alexandra Pani. Oui, vous le voyez, je me trouve actuellement dans ce qui est la cour intérieure du Trinity College, fondé en 1592 par la reine Élisabeth Ier. Ce sera l'un des moments emblématiques de cette visite du prince Albert II ici à Dublin. Je suis justement avec Paula. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les liens qui unissent la principauté de Monaco et l'Irlande? Bien sûr. En fait, en 1887, le grand-père de la princesse Grace, John Kelly, il est né à Mayo, à l'ouest de l'Irlande, et il est parti aux États-Unis à ce moment-là. En fait, en 1961, la princesse Grace et le prince Rainier III sont venus pour leur première visite d'État. Et à ce moment-là,
elle a décidé de retrouver ses ancêtres et ses origines irlandaises. Donc, c'est grâce à cet amour et attachement qu'elle avait que le prince Ranier III a créé en fait la bibliothèque Princess Grace Irish Library à Monaco. Donc voilà, on se trouve encore à une autre visite pour continuer et développer les partenariats avec l'Irlande et ici avec l'Université Trinity. Merci beaucoup Paula. Et on rappelle donc que cette visite sera l'occasion également de découvrir la bibliothèque historique qui se trouve ici au sein du Trinity College. Mais ce sera l'occasion également d'une visite avec le président irlandais. Vous retrouverez cela dans notre édition de ce week-end. Merci Alexandra. Dans le reste de l'actualité, un mot de sport et d'endurance équestre avec ce coup de projecteur sur la jeune espoir Daria Burlakova. Avec vous Vanessa Dessy. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Effectivement, il s'agit d'une cavalière âgée d'à peine 11 ans. Daria Burlakova a fait une entrée remarquée pour sa première course de 21 km en juillet dernier en terminant sur le podium à la 2e place. Ce dimanche, coup double pour la jeune espoir qui gagne la Club Elite sur 42 km. Le prochain rendez-vous pour la team EFG Monaco est fixé le 9 septembre aux Pays-Bas. La monégasque Laura Gramalia prendra le départ du championnat du monde des jeunes cavaliers de moins de 21 ans sur 120 km. Vous l'avez certainement remarqué, les installations du Monaco Yacht Show ont commencé. L'inauguration est fixée au 22 septembre. Pour ses 30 ans, cette année, le Monaco Yacht Show peaufine son nouveau format dédié à une clientèle spécifique de super yachts. Avec la participation des acteurs majeurs de l'industrie, l'exposition d'une 60aine de yachts, dont une 40aine de lancements mondiaux, seront dévoilés par des grands constructeurs de renom fidèles au salon. Une édition résolument tournée vers une expérience de visite encore plus haut de gamme. Cette information à présent, Vanessa, l'école supérieure d'art plastique Pavillon Bozio ouvre ses préinscriptions aux ateliers publics. Oui, il s'agit dans un premier temps de préinscription. Des fiches de demande seront mises à disposition, puis les groupes seront constitués en fonction des demandes et des possibilités d'accueil de l'école. Les inscriptions seront ensuite confirmées par courrier à partir du 27 septembre. Le début des cours est fixé au 4 octobre prochain. Et enfin, culture avec ces dates à noter dans vos agendas. Un concert pour commencer au Grimaldi Forum avec la venue du chanteur français Julien Clerc le 11 septembre à 20h30. Et puis du côté de l'espace Léo Ferré, Gaspard Proust et son humour sanglant vous attendent le 15 octobre à 20h30. Soir après soir, l'humoriste réécrit son spectacle. Les réservations sont encore possibles au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Vanessa? Eh bien, une journée très nuageuse, voire pluvieuse est à prévoir, Émilie. Il soufflera une légère brise pouvant atteindre 13 km/h. Les températures restent tout de même estivales. Elles oscilleront de 21 à 27 degrés. Le soleil se lèvera à 6h54 et se couchera à 20h05. Et nous fêterons les Grégoires. Merci Vanessa et merci à vous de nous être fidèles chaque soir. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet où vous pourrez notamment retrouver l'intégralité de l'entretien d'Isabelle Bonal dévoilant les grandes lignes de la rentrée scolaire en principauté. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.